Et ça tourne. Et Nous déjà. sommes, encore une fois, Salut Alain. en onde. Salut Benoît. Pour l'automobile en balado. Deuxième. Ben oui. Deuxième de 2020, effectivement. Exact. Contrairement à ce que peut laisser entendre le fond gris. Les là. décors gris. On est encore au Palais des Congrès à Montréal. On s'est trouvé un petit coin tranquille, là. Alors, on tourne l'émission du Salon de l'Auto. Mais on ne vous parlera pas du Salon de l'Auto. En fait, pas Ouais. de ce Salon de l'Auto. Il est question de salon, mais pas de Montréal nécessairement. Voilà, pas de Effectivement. Montréal. Parler de Tesla aujourd'hui, parce que là, Tesla a été victime. Peux-tu appeler ça victime? Ben, il se s'est fait, fait- ça fait un peu agacer s'est par fait le un peu vendeur à harceler. découvert, ce qui est un Ouais. peu bizarre parce que c'est une histoire financière boursière. Exact. Il y a, Puis, quand même une information pertinente. La NHTSA s'est mêlée de ça aussi, le National Highway Traffic Safety Administration. Donc, ça donne un certain poids à la chose. Ouais. Des Bon à rappels, savoir. on a des rappels Des rappels Toyota. de Toyota et On a Honda. Des gros rappels à part, on parle de millions de véhicules. 3,4 millions chez Toyota, 2,4 millions chez Honda. On est tous Exactement. dans les coussins gonflables partout. Toi, tu vas nous avoir une petite chronique à capsule saveur techno. un peu plus techno pour Android Auto et Apple CarPlay. Exact. Si vous vous demandez, vous achetez une voiture, vous magasinez, est-ce que je devrais considérer cette caractéristique-là dans ma décision d'achat? Ça peut être quelque chose à savoir, donc des détails, conseils, trucs. Ça fait évidemment quelques années qu'à travers les essais de véhicules, on Ouais. le voit, ces systèmes-là. Il y a eu des mises à jour qui ont été faites récemment dans les deux cas. Quelques petites informations pertinentes pour vous plus tard dans la balado. Et on finit avec un essai que moi, je n'ai pas essayé, mais que j'ai hâte que tu nous en Ouais. parles. La Volvo V60 Cross Country. Voilà, T5, parce que c'est le modèle, c'est le seul modèle qui est à vendre. C'est un modèle qu'on ne met pas souvent dans sa liste d'épicerie. C'est pour ça que je voulais en parler. On pense beaucoup aux Allemands. Bon, il y a les Américains, il y a les Japonais, il y a même des Coréens qui sont On voit beaucoup rendus les là. VUS Volvo. Voilà, mais là, on a un véhicule qui est une bonne vieille familiale, appelons-la ce qu'elle est. Bon, oui, elle est un peu plus haute sur terre qu'une V60, mais ça demeure une conduite de voiture. Et Volvo a beaucoup amélioré la qualité de ses produits depuis le retour ou la prise en charge de Geely, qui est le propriétaire chinois. Mais on a eu la bonne idée de laisser les centres de design, les centres d'ingénierie du côté de la Suède. Donc, on a encore, je dirais, l'ADN suédois à travers le portefeuille d'un géant chinois qui a les moyens de ses ambitions. C'est peut-être la meilleure façon pour une compagnie chinoise de percer le marché mondial. Exact. Regarde, on a vu un peu dans le même acabit, une compagnie comme Jaguar qui a fini par pondre des modèles intéressants parce que Tata, l'Indien, lui avait les fonds nécessaires pour ouvert les cordons de la amener, bourse. voilà, pour amener la compagnie vers l'avant. Alors, Alain, on parlait d'un salon, mais d'un salon qui n'a pas eu lieu, en fait, qui n'a pas encore eu lieu cette année. On parle du salon de l'auto de Détroit. Oui. Et je lisais un reportage fort intéressant dans le Detroit Free Press, bon, qui est le journal de Montréal de Détroit, si on veut, qui parlait justement de l'absence du salon en janvier. Et même si plusieurs d'entre nous, les journalistes, sommes assez fiers de ne pas aller se faire geler à Détroit au mois de janvier, beaucoup de résidents de l'endroit n'ont pas le même sentiment. Parce qu'il ne faut pas oublier que Détroit, à une certaine époque, a fait partie des 5 grands salons de la planète. Là. Quand on parle des 5 grands salons, on parle de Détroit, Genève, Tokyo, Paris, Francfort. Ça, c'était les 5 endroits qu'on ne devait pas rater. Et il y avait 5000 journalistes qui se retrouvaient, bon an, mal an, du côté de Détroit pour aller voir, évidemment, les derniers modèles des constructeurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait également près de 800 000 personnes qui passaient les tourniquets chaque année du Salon de l'Auto. Donc, on est heureux à Montréal quand il y a 200 000 personnes. Alors, imaginez du côté de Détroit qu'à 800 000 personnes, il y avait des retombées très importantes. Et on a parlé à beaucoup de gens qui sont impliqués dans le salon, c'est-à-dire des gens qui travaillent là. On parle des gens qui travaillent sur la conception des kiosques, qui vont travailler souvent jusqu'à 3 mois avant le début du salon pour préparer. Évidemment, on est fort bien payé pour faire ça. On avait également, on dit qu'en retombée pour hôtels, restaurants, les visiteurs et tout, on avait 400 millions de dollars de retombées. 400 millions. Bon, et évidemment, on parle de toute la préparation, pas dans les 10 jours du salon, mais tout ce que ça impliquait dans les mois qui précédaient, les gens qui arrivaient là pour des réunions, parce que, bon, c'est un salon à échelle planétaire. Et là, bien évidemment, en janvier cette année, rien.
Bon, évidemment, il va en avoir un au mois de juin. On a déjà les dates. D'ailleurs... C'est encore parce qu'évidemment, le salon de Détroit, c'était le North American International Auto Show, donc le salon de l'auto nord-américain. Est-ce que ça garde encore ce titre-là? J'ai bien hâte de voir. Je crois, au premier abord, je crois que oui, parce que je reçois en ce moment de la correspondance, des communiqués de presse et tout pour juin. Parce que le salon, bon, comme du 5 au 8 juin, il va y avoir Motor Bella, en fait, qui est un événement consacré aux voitures britanniques et italiennes. Ah oui. Il va y avoir les 9 et 10 juin l'événement médiatique, donc les jours de presse le long du bord de l'eau, et où était le Cobo Hall, qu'on appelle maintenant le TCF Center. On a juste changé le nom. Ben oui. Donc, exactement. L'exposition Automobilité ou Automobilité, comme on dit du côté de Los Angeles, va être là du 9 au 11 juin. Et le salon va être ouvert au public du 13 au 20. Donc, les journées sont là. Reste à savoir si les retombées vont être du même acabit. Moi, j'ai un doute qu'on va avoir 5000 journalistes là, la première année. Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai entendu dire de constructeurs, c'est que ça devient plus un salon régional, malgré le titre qu'ils peuvent se donner. Je ne pense pas que des compagnies allemandes vont se déplacer pour aller là. Et le temps est un peu curieux, parce qu'on est en juin. Généralement, les salons de l'auto, il y a 2 saisons. Là c'est-à-dire au début de l'année, et l'automne. Et plus tard. Parce que, disons, le printemps. Par extension, si on va en mars, on a le salon de l'auto de Genève, on a New York en avril. Ça finit à peu près, c'est à ce moment-là, au niveau du mois d'avril. Mai, juin, juillet, août, ça repart à l'automne. On repart à septembre. Exact. Paris est en septembre, Francfort est en septembre, Tokyo est en octobre, Los Angeles est en novembre. C'est ça un peu, la saison des salons. Puis il y a les 2 salons en Chine, Shanghai et Pékin, en avril. Donc, l'été, d'habitude, c'est comme un temps mort où on prépare les nouveautés pour l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à réserver pour le mois de juin? Mais pour le moment, dites-vous que les habitants de Détroit s'ennuient du salon de l'auto et s'ennuient surtout des retombées que ça avait. Des retombées surtout. Exact. Je ne sais pas si on va voir ça à Détroit cet été. Ce véhicule qui est un peu sorti de nulle part parce qu'on ne l'attendait pas. Puis là, il y a 2 jours, sur les réseaux sociaux, j'ai vu surgir des images de ce véhicule qui a tout sauf l'air d'un véhicule de la marque GM. Et pourtant, c'est une filiale de General Motors qui a présenté ça. Ça s'appelle le Cruise Origin. C'est une navette électrique et autonome. Ça fait écoute, on en parle depuis le début de l'année et même avant. Avec le e-Palette chez Toyota. Oui, on l'a vu au CES, on en a vu quelques-uns. Exactement. C'est comme une nouvelle tendance. C'est la mode du jour, j'imagine. Exactement. Puis là, tout le monde semble vouloir développer sa propre plateforme. Il faut dire que GM l'a fait en collaboration avec Honda. Honda a investi des gros sous dans Cruise, qui est la filiale de véhicule autonome de GM, qui a du retard à rattraper, en fait. C'est pas tout. Oui, parce que ce véhicule-là, en fait, comme on le voit là, on l'attendait aussitôt qu'en 2017. Ça a été retardé, le projet, maintes et maintes fois. Mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner un service de covoiturage ou de raccompagnement autonome. Donc, il va aller jouer dans la cour littéralement de Uber, de Lyft, des compagnies comme ça là, qui sont déjà établies sur une plateforme, vous l'aurez deviné, de véhicules électriques, évidemment. Donc, écoutez, GM n'a pas annoncé de date pour la commercialisation de ce véhicule-là. On n'a pas voulu se mouiller. Parce que c'est encore très conceptuel. Oui, exactement. Puis quand on voit le véhicule, on dit, OK, c'est pas encore pour demain matin. Mais bon, je pense que GM, comme fournisseur de mobilité, ne veut pas manquer le virage électrique et autonome. Et on se doit d'avoir des solutions dans le moyen et long terme à ce chapitre-là. Je pense que c'est une façon de dire voici où on veut se rendre dans quelques années. Et ça va passer par d'autres véhicules. Ils ont déjà une petite voiture prototype avec plein de capteurs et de. Oui, bien une Bolt. C'est une Bolt qu'on a faite autonome. Là, ils ont cette version-là sans volant qui, je ne sais pas, rentrer dans un. Évidemment, c'est une question de culture d'habitude, mais rentrer dans une voiture dans laquelle il n'y a aucun volant. Je pense que tous les gens c'est un peu déroutant. Oui, c'est un peu déroutant, effectivement. Mais ils en ont fait une application. Puis on a commencé, en fait, en juillet 2019. On avait reporté les plans de déploiement de véhicules parce qu'on avait annoncé un plan assez ambitieux parce qu'on voulait jusqu'à 2500 taxis. Là. On parle quand même d'une flotte importante. Puis Cruise avait levé 7,5
25 milliards de dollars auprès d'investisseurs. Comme tu disais, Honda a été un des principaux investisseurs. Il y a des gros sous dans ce projet-là. Puis évidemment, c'était... Banque japonaise, SoftBank, Rowe Price Associates. C'était effectivement SoftBank qui est un fonds. Il y avait un fonds quand ils sont rendus à leur deuxième génération. Puis ils ont investi dans beaucoup de projets, dont WeWork, qui était perçu comme le futur de plein d'affaires et qui se dégonfle en ce moment. Fait que c'est peut-être ça qui arrive aussi, c'est que là, on étire un peu la sauce, mais on sent qu'il y a un certain essoufflement dans le développement. Il y a un certain essoufflement parce que j'ai l'impression qu'au début de ces projets-là, on voyait comme un calendrier pour dire, bon, on sera là en telle année, et là, on réalise de plus en plus que l'autonomie, on est loin de l'autonomie pour le moment. Même parce que là, une autonomie complète, comme on voit là, c'est du niveau 5. Donc, c'est sans volant, sans rien, mais même se rendre au niveau 3, qui est la prochaine étape. On y arrive à peine. Non, là, on est arrêté à 2. Bon, puis on va faire une histoire longue assez courte. C'est qu'à partir du niveau 3, les constructeurs sont responsables, imputables, si jamais il arrive des problèmes avec le véhicule. Et là, personne ne veut se lancer là-dedans. Fait que là, il faut d'abord régler ça. Ça, c'est pas une mince affaire. Et quand on aura réglé ça, là, il faut rendre les véhicules intelligents, il faut rendre les autoroutes intelligentes. Il va falloir que les véhicules se parlent entre eux, parce que si on est pour avoir une masse critique sur la route, il faut que ces véhicules-là se parlent. Donc, il faut développer un langage commun. Donc, il faut que les constructeurs s'assoient. Bon, on a-tu besoin d'en rajouter? Ça risque d'être très, très long. Donc, pour le moment, oui, on a des projets, on a des idées. Et la technologie autonome existe, elle est prête. Mais en pratique, avant qu'on puisse mettre ça sur la route puis le faire fonctionner, et j'ai l'impression que ça a dégonflé beaucoup de ballons. Bien, probablement que le véhicule, le Cruise Origin, comme le e-Palette de Toyota, on va le voir sur la route, mais sur des trajets extrêmement précis et définis. En circuit fermé, dans des endroits prédéterminés. Il y a une belle expression en anglais, c'est le people mover. C'est des véhicules qui déplacent des gens. Exact. C'est exactement l'utilité. Ça peut se faire en communauté fermée, ça peut se faire, le village de Toyota qu'on veut créer, c'est un bel exemple. Un campus industriel. Des campus industriels, campus universitaires, où on a des petites routes définies, qu'on ne peut pas vraiment se tromper, qu'il y a peu d'obstacles, ou s'il y en a, on les connaît. Alors, dans des situations comme ça, peut-être. Mais sur une autoroute près de chez vous, on n'est pas rendu là. Je vais rajouter un autre argument pourquoi la conduite autonome est encore dans un stade où on peut douter qu'elle va arriver et qu'elle va être parfaite. Il y a des rappels sur les véhicules actuels. Donc, déjà en partant, on n'a pas des véhicules qui sont parfaits. Et là, on espère qu'ils vont le devenir comme par magie. Exact. Et la preuve... et on a 2 gros rappels cette semaine. Là, exactement, il y a deux gros. Toyota a rappelé 3,4 millions de véhicules à travers le monde en raison d'un problème électronique qui pourrait empêcher des coussins gonflables de se déployer. Et pas que des vieux véhicules. Et pas que des vieux. Non, parce que souvent, quand c'est des coussins gonflables, bon, évidemment, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse histoire de Takata. Là, il y a eu 40 et quelques millions de véhicules de rappelés. Ça a été une saga à n'en plus finir. D'ailleurs, c'est pas fini. Ça continue. Imagine, Honda a commencé à rappeler des véhicules qui avaient déjà été rappelés. Ça, c'est pas drôle, là. Tu l'as réparé, puis ça n'a pas marché, il faut recommencer. Double boulette. Sauf que, bon, le rappel concerne des véhicules américains. 2,9 millions de véhicules américains dans les 3,4 chez Toyota sont aux États-Unis. Corolla 2011 à 2019. Ça, c'est l'année passée. C'est l'année passée. Matrix 2011-2013, Avalon 2012-2018 et Avalon hybride 2013-2018. En fait, c'est une unité de contrôle électronique qui n'a pas la protection adéquate contre les chocs. Et ce qui peut arriver, c'est que le coussin ne se déploiera pas, tout simplement, lors d'un accident. C'est un léger détail. C'est un léger détail, mais on avait fait, le NHTSA, le National Highway Traffic Safety Administration, avait déjà fait une enquête et on a étendu sur un plus grand nombre cette enquête-là sur les coussins potentiellement défectueux, donc qui couvrent un certain nombre de véhicules. Honda aussi fait un rappel, c'est des... Honda fait aussi un rappel. Il y a des Civic aussi, mais plus âgés dans son cas. Exactement. Au-dessus, c'est 2,4 millions de rappels pour Honda. Il y a 300 000 véhicules au Canada. La balance est du côté des États-Unis. Puis ça concerne des voitures Honda et Acura des années 96 à 2003. En fait, on dit qu'il y a rupture d'un coussin
dans le cadre de la nouvelle campagne de rappel. C'est un accident qui est survenu en 2012 au Texas qui a entraîné des blessures. Bon, je pense qu'on se rappelle, il y avait eu des lacérations au visage. Oui. Ah, bon, et on avait remplacé ces coussins-là, puis apparemment, il y a un nouvel avis de rappel de Takata pour dire ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Honda écoute, ça coûte une fortune aux compagnies. C'est fou, puis ils ont essayé de faire oublier ça. Ils ont dévoilé l'année passée un nouveau coussin gonflable, en fait, mais qui accepte mieux le visage des gens qui ont un accident. Puis l'autre affaire qui est arrivée, c'est qu'on a volontairement fait appel à un autre fournisseur pour les coussins gonflables du côté d'Honda, parce que justement, on avait des problèmes avec ce coussin-là et on a dû procéder par d'autres personnes. Et ceux qu'on avait commencé à rappeler, bien là, ont été rappelés à nouveau. En fait, bon, c'est ça la vie avec les rappels. Hein. Les fournisseurs les fabricants sont souvent dépendants des fournisseurs. Exact. Ça exact. Un rappel qui n'aura probablement pas lieu, quoi qu'on en dise, c'est chez Tesla. On parle beaucoup de cette. En fait, c'est une espèce de passe-passe boursier, on dirait. Oui, c'est ça. Là, il faut regarder ça pour ce que c'est. Semble-t-il, en tout cas, il a été dit que les Tesla, certaines Tesla souffraient d'accélération soudaine, et j'ajouterais inopinées, dans le sens où c'est pas les gens qui veulent accélérer, mais c'est... Exact. Donc, ce qui soulevait des questions... en fait, il y aurait 127 consommateurs qui ont déposé une plainte qui concerne 123 véhicules distincts. On dit qu'il y a eu au passage 52 blessures. Ça a été assez pour exciter la NHTSA, qui est allée faire enquête là-dessus. Et évidemment, on sait à quel point c'est fragile du côté de Tesla, qu'on se fait constamment attaquer. Et Tesla a répondu en disant que, bon, évidemment, on a refuté toutes les allégations. Assez solidement, assez fermement aussi. De façon assez virulente. Et on se plaignait, entre autres, que c'était des modèles S des années 2012 à 2019, des modèles X ainsi que des modèles 3. Bon, on le sait, là, la firme californienne a eu plusieurs démêlés avec la NHTSA pour des voitures qui ont pris en feu, pour des systèmes électriques qui n'ont pas bien fonctionné, pour des problèmes avec les freins. Ouais. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est comme toutes les histoires classiques pour les nouveaux fabricants, parce qu'au fil des dernières années, on a vu plusieurs, puis c'est toujours la même chose. Même la Volt chez Chevrolet, c'est les mêmes affaires. Exactement. Sauf que là, on a réalisé que c'était peut-être l'œuvre d'un spéculateur. Voilà, un vendeur a découvert qu'il voulait faire chuter le titre de Tesla en bourse. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en bourse, qui travaillent fort, en fait, à essayer de démolir Tesla pour que le titre baisse et eux puissent faire une passe financière avec la chose, parce qu'on le sait, là, au moment où on se parle, Tesla est évalué plus cher que GM, plus cher que Ford. Donc, un titre de Tesla, ça vaut son pesant d'or. Ils ont passé le cap des 100 milliards cette semaine. Bon, c'est quand même beaucoup d'argent pour un fabricant qui n'est pas encore vraiment rentable. Qui n'a jamais été vraiment rentable. Alors, évidemment, ceux qui achètent leur titre, ils se transigent à un prix très élevé. Et là, si on peut trouver une faille qui va faire baisser le titre, bien, on profite de cette baisse pour en acheter à bloc et récolter les sous quand ça remonte, n'est-ce pas? Mais là, voilà, ça risque de ne pas marcher. Et anecdote intéressante par rapport aux vendeurs à découvert qui misent contre Tesla depuis des années, c'est intéressant. Ils ont perdu les pertes encourues par ces gens-là suite à leur pari, dans le fond, parce que c'est de la spéculation. Ah oui, c'est de la spéculation, c'est clair. En plusieurs milliards de dollars. Donc, on peut imaginer qu'ils ne sont pas très contents et qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour justement faire sortir les mauvaises nouvelles par rapport à Tesla. Mais ça ne marche pas tant ça. Non, là, pour le moment, on a comme trouvé le poteau rose, comme on dit. Exactement. Et ça risque simplement de se finir en queue de poisson. Il ne se passera rien avec toute cette histoire-là. Exact. Tiens, je voulais parler de Volvo, mais pas de notre essai routier tout de suite. Oui. Je voulais parler de Volvo au Super Bowl. Bien là, c'est ça s'en vient, ça va être intéressant. Il y a un Québécois sur le terrain. Laurent Duvernay-Tardif. Écoute, le docteur Duvernay-Tardif. Oui, tu sais, il voulait faire marquer Duvernay-Tardif MD sur son chandail et les Chiefs de Kansas City ont refusé. Bon, en fait, Volvo va avoir une publicité au Super Bowl. En fait, il va avoir une publicité. En fait, on veut donner en valeur jusqu'à 1 million de dollars en voiture à des participants choisis au hasard. Okay. Là, je dois spécifier que c'est un concours américain. Ce n'est pas un concours canadien, c'est un concours américain. S'il y a un safety, vous voyez le gag, un safety, un toucher de sûreté en bon québécois. Un toucher de sûreté, ça se déroule à peu près toujours en zone de réparation. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un botté d'envoi,
il y a la réception du joueur de l'équipe adverse qui met son genou à terre. 2 points à l'équipe adverse, on repart à la ligne de 20. Ça, c'est un safety. Si on envoie un botté d'envoi, que le coureur part avec le ballon, mais qui est intercepté puis qui est encore dans sa zone de but, un safety, 2 points. Voilà. Si on fait le botté et que le coureur est déporté avec le ballon en dehors du jeu, encore dans sa zone de but, un safety. Bon. Est-ce qu'on peut ajouter et une Volvo à toutes ces occasions-là pour quelqu'un? C'est-à-dire, voilà, non. C'est-à-dire que, hey, non, t'imagines-tu le nombre de Volvo? Non, $1 million à Volvo, ça fait quand même pas mal d'autos. Les gens vont participer en allant sur le site de Volvo. En fait, c'est volvosafetysunday.com. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et vont, en fait, littéralement configurer une Volvo à leur goût. Couleur, option, et on rentre son nom. Donc, là, vous devenez éligible au concours. 2 février, évidemment, c'est le Super Bowl le 2 février. Et à partir de là, Volvo va choisir au hasard, dans les gens qui se sont inscrits et configuré une voiture sur le site aux États-Unis. Et voilà, il y a un safety, parfois on va en tirer un. Donc, je ne sais pas s'il y a 6 touchés de sûreté dans l'émission ou l'équivalent dans le match. Ouais. On aura 6 occasions de le tirer. S'il y en a 8, donc, on dit jusqu'à un maximum d'1 million de dollars. Parce que là, il pourrait y avoir un match exceptionnel, il y en a 12. Mais bon, il n'y en a pas. Disons-le qu'il n'y en a pas tant que ça dans un match. Ce n'est pas une situation qui arrive dans je dirais, on va 20 voir fois ça par le 2 match. février, en tout cas, ça, c'est Mais le 2 février, vous surveillerez ça. Volvo va. C'est un beau pari. C'est une façon, j'imagine qu'il va y avoir des clips publicitaires aussi, mais c'est une façon pour tourner le coût de ces publicités. Voilà, oui. Parce qu'un million, ils n'ont même pas 30 secondes. Les 30 secondes sont à, sont rendus à 4 ou 5 millions. C'est un prix de fou. Quelques millions de dollars. Exact. Une nouveauté intéressante en 2020, c'est... En fait, ce n'est pas une nouveauté en 2020, mais il y a eu des modifications à la Chevrolet Bolt pour 2020, et c'est une bonne nouvelle. Bien, c'est une bonne nouvelle, puis je pense qu'on a voulu, du côté de chez Chevrolet, se remettre un petit peu à niveau face à la concurrence. Parce que rappelle-toi, Alain, quand la Bolt est arrivée en 2017, je pense, c'était la première voiture qui ne portait pas le nom de Tesla, qui avait une autonomie comparable. On était à 383 km, et là, ça a été la mesure étalon de voitures abordables pendant quelques années. Et là, on a vu des voitures arriver à 400, 415. On dépasse un peu. Et là, je pense que pour 2020, on a voulu marquer au fer rouge l'année puis dire, bon, on va se remettre à niveau avec la concurrence. Donc, on a amélioré l'autonomie électrique de 34 km. On dit qu'il va y avoir 417 km d'autonomie cette année. Donc, juste pour dire que le Kona est à 415, puis finalement, la Bolt est à 417. Exact. Moi, je leur dirais, travailler sur le confort des 2 sièges à l'avant, puis laissez-la à 383, j'aurai pas de problème avec ça. Parce que c'était peut-être il y a pas beaucoup de défauts. C'est un véhicule qui, en général, va très bien, mais le confort des sièges et la suspension, c'est un petit peu sec. Il y aurait du travail à faire. Des endroits pour arriver avec un prix de détail intéressant. Voilà. Mais il y a eu quand même un travail d'ingénierie parce qu'ils ont présenté le modèle il y a quelques mois, puis pour l'année modèle 2020. Ils ont revu la composition des batteries sans changer sa technologie ou ses composants, rien. Ils ont aminci les piles. Et puis là, tu peux en mettre un petit peu plus. Puis c'est plus dense, donc il y a une meilleure capacité de recharge. C'est quand même assez intéressant comme travail. Puis ça indique que, justement, on dit souvent, l'autonomie des voitures électriques, c'est toujours un problème. Bien, je pense que ce qu'on en retient, c'est qu'il y a encore du développement qui peut être fait. Oui, absolument. En fait, je parlais avec le responsable des batteries du côté de chez Mercedes au CES. Puis lui me disait que dans la technologie actuelle du lithium-ion, on a encore à peu près un 20 d'autonomie qu'on va être capable d'aller chercher avec la technologie actuelle. Et après ça, ce qui s'en vient, c'est batteries solides. C'est pas mal. On travaille sur des batteries au soufre aussi en ce moment. Mais il dit, on n'est pas encore prêt. Là. On est à l'étape de tester, de regarder, mais on n'est pas à commercialiser. Mais il dit, dans les batteries solides, lui, il pensait que d'ici 5 ans, on va commencer à avoir des applications commerciales pour ces batteries-là. Ça va évoluer, mais déjà, on a gagné
quoi, c'est pas loin de 10 sur l'autonomie de la pas loin de 10 Puis tu sais, regarde, là, il y a juste 5 ans, on était à 150 km. On est rendu à 400, puis le prix baisse. Alors, donc, on a encore du travail à faire, mais on est dans la bonne direction. Pour les amateurs de voitures électriques. Absolument. Toi, tu vas me parler d'Apple CarPlay et d'Android Auto, parce que là, c'est rendu pas partout, mais on en a pas mal à travers toutes les compagnies, là, même dans des voitures relativement abordables. Si tu achètes une voiture, c'est quoi les 3 éléments que tu considères le plus en premier? Je dois avouer qu'Apple CarPlay et Android Auto est rendu dans mes priorités. C'est un élément dont les gens parlent beaucoup. C'est un des éléments. Bon, moi, j'aime bien regarder la performance, ça, c'est personnel. Ouais. Et je regarde aussi la garantie. Moi, la garantie est importante. Tu es un acheteur rationnel. Je suis assez rationnel, effectivement. Parce que j'ai l'impression que les gens vont regarder et tout à fait, tu sais, la consommation, le prix, ces choses-là, la sécurité. Et de plus en plus, CarPlay, Android Auto viennent vite dans la liste. Les gens disaient avant, moi je voulais un bon système de son. Maintenant, c'est juste savoir comment je branche mon téléphone. Est-ce qu'il y a un lecteur cassette? Et ça rend l'intérieur des véhicules un peu différent parce que c'est ça, ce qu'on voit maintenant, c'est que ça se ressemble à peu près tous les véhicules. Tu sais, l'écran qui surgit du tableau de bord. Puis ce que j'ai appris, encore une fois, au côté du CES, c'est que tu as quelques fabricants de ces fameux tableau de bord digital-là. Voilà. Puis c'est pour ça qu'on voit toujours une grandeur à 8.4, 10.25 puis 12.3 pouces, parce qu'il y a à peu près 3 groupes dans le monde. Ben, j'en mets un peu, là. Mais il y a quelques groupes qui fabriquent ça. Tu sais, comme celui qu'il y a dans Mercedes. C'est pas Mercedes qui le fait. On demande le format, mais les compagnies ont des espèces de grandeur préétabli pour dire, bon, bien, voici les formats qu'on t'offre. Exact. Et bon, évidemment, Android Auto et Apple CarPlay sont également des fournisseurs. Ce n'est pas les constructeurs qui ont ça, c'est des technologies qui appartiennent à Apple et Google. Exactement. En fait, il y a dans le marché, en ce moment, on estime, et là, c'est dans le marché mondial, à plus de 500 modèles, les véhicules qui sont compatibles avec les deux interfaces. OK. Une ou l'autre des deux interfaces. C'est plus court de faire la liste de ceux qui ne l'ont pas. Autrement dit, c'est aussi bien imaginer que tous les véhicules ont une ou deux, ou les deux de ces systèmes-là. Évidemment, CarPlay fonctionne avec l'iPhone. Oui. Android Auto fonctionne avec les téléphones Android, qui sont de différentes marques, mais qui sont essentiellement animés par le système de Google. Exact. Dans les deux cas, depuis que Google a refait Android Auto au courant de l'automne dernier, les deux interfaces ressemblent beaucoup. C'est axé beaucoup sur la navigation. Donc, il y a l'application, que ce soit Google Maps ou Apple Maps, qui apparaît à l'écran. Et à côté de ça, on peut aller dans un menu où des applications vont s'afficher. Exact, qu'on peut ajouter. Là, comme un téléphone, des applications exactement qui s'ajoutent, mais qui sont tirées évidemment du téléphone et qui ne sont pas nécessairement toutes les applications qu'on a sur son téléphone. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas tout ce qu'on a sur son téléphone qui est compatible parce qu'on ne veut pas regarder de la vidéo en conduisant et autre chose. Exact. Netflix ne va pas dans votre écran central. C'est pas la meilleure place pour regarder, non, effectivement. Si on compare un peu les deux, CarPlay est compatible avec les téléphones depuis l'iPhone 5. Fait que les gens qui ont même un vieux iPhone peuvent quand même brancher. Je peux témoigner, j'ai eu un 6 jusqu'à il y a quelques mois et ça marchait toujours. Et du côté d'Android, c'est... enfin, ça fait vraiment longtemps. Je pense que c'est Android 5 ou 6, et même peut-être plus âgé que ça, qui comportent cette application. Tu as même des compagnies comme Mazda qui ont... Tu peux réinstaller des années de voitures qui ne l'avaient pas. On le fait parce qu'on a réalisé que beaucoup de clients appelaient qui n'en avaient pas besoin en 2014, parce que c'était moins commun qu'aujourd'hui, qui réalisent que, bon, j'ai encore mon auto aujourd'hui, mais là, j'ai toujours pas d'Apple CarPlay. Alors, je ne me rappelle plus du prix, mais chez Mazda, on a réalisé qu'il devait y avoir suffisamment de demandes pour offrir d'installer sur des modèles qui ne l'avaient pas à l'origine, des systèmes Apple CarPlay, entre autres. Et puis Mazda, ça leur a pris du temps aussi, en fait, à installer à l'origine, dans leur système Mazda Connect. Et il y a, évidemment, bon, tous ces systèmes-là, la principale chose à savoir, c'est que pour que ça fonctionne, il faut se brancher par USB entre le téléphone et la voiture, évidemment. Sauf dans un cas, et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de cas comme ça, mais BMW et Mini, qui sont le même groupe, le groupe BMW. J'ai été spot à la gonflée, je ne le savais pas, je l'ai découvert par hasard dans une BMW la semaine dernière. C'est magique, ça fonctionne sans fil. Ah, moi, j'ai installé tout, puis boum, tout à fait, j'ai dit. Ah, la belle affaire! ce qui fait, justement, ce qui fait qu'on jumelle son téléphone par Bluetooth, automatiquement se crée un pont Wi-Fi parce que la communication sans fil est quand même assez exigeante. Ça se fait pas par Bluetooth, ça se fait par Wi-Fi, mais le système le fait, on le voit pas, là, on n'a rien à bidouiller vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de CarPlay,
Il y a des réglages qu'on peut aller personnaliser dans les réglages du téléphone. Il y a un onglet CarPlay qui ne sont peut-être pas apparents. Là, on peut personnaliser la présentation des applications à l'écran, les applications qu'on veut voir ou pas sur son tableau de bord. Puis tu as même un chargeur sans fil. Et évidemment, dans le cas de BMW, des voitures plus récentes, il y a effectivement dans la console, on peut juste déposer son téléphone sur le chargeur. C'est magnifique. C'est le meilleur des deux mondes. Ça évite de justement consulter son téléphone quand on conduit. Tout en ayant accès à son contenu musical, sa navigation, tout ça. Évidemment, on peut aussi, et ça, moi, c'est un conseil que je vous donnerais, regarder du côté des applications, des livres audio. Quand on passe une heure dans l'auto, se faire lire un livre, c'est pas mal cool. Oui, puis il y en a qui apprennent des langues en conduisant. Il y en a au-delà de la musique, plein de trucs. Puis il y a des applications qu'on peut mettre qui nous donnent beaucoup de référencements, qui peuvent être intéressantes. Évidemment, il y a Apple, sa propre application de balado, de livres audio, tout ça. Il y a aussi Spotify qui fait de la musique. Puis il y a Audible, le service d'Amazon, qui est offert en français depuis quelques temps, qui fait une belle job sur le tableau de bord d'une voiture. Et Apple a rendu, entre autres chez Porsche, l'accès direct à Apple Music. Oui, ça, en plus. Exactement. Là, vous avez, je sais pas, le monde entier en chanson à vos pieds, là, littéralement. Exactement. Alors, on le faisait, il y avait des systèmes comme Sonos où on a accès, mais là, on le fait directement dans la voiture. On a un accès à Apple Music. Je ne sais pas s'il y a d'autres compagnies qui vont se lancer là-dedans. Évidemment, il doit y avoir des coûts à ça. On peut imaginer que c'est la prochaine évolution. Les voitures connectées, bientôt, vont avoir accès directement au service en streaming, dans le fond. Fait qu'en attendant, cet intermédiaire-là est assez intéressant. Puis toi, tu as une préférence, André, de toi, Apple CarPlay? Moi, je veux dire, en termes d'application, il y a plus de choix sur CarPlay. Ironiquement, on se serait attendu au contraire. Mais, et c'est peut-être ça le détail, c'est que si jamais vous utilisez beaucoup la navigation, l'aide à la navigation, les applications comme Google Maps et tout ça, Google Maps, justement, et Waze sont les deux applications les plus efficaces. Les deux se trouvent sur les deux plateformes, fait que c'est pas trop un problème, mais par défaut, sur CarPlay, c'est Apple Maps qui est là, puis c'est loin d'être aussi efficace et précis que Google Maps ou même Waze. Probablement que si j'avais à faire un top 3 de mes applications, ce serait Spotify, Waze, puis Audible pour le livre audio. Moi, je prends beaucoup Google Maps, même si j'ai Apple, parce que, je me suis habitué, puis c'est vrai que c'est efficace. Donc voilà, si vous hésitez à utiliser ces systèmes-là, évidemment, au niveau de la gestion des données, il y a des questions qui ont été soulevées, entre autres, par Toyota sur qu'est-ce que je transmets à Google et à Apple quand je fais ça. C'est pour ça que ça a été si long d'avoir... Exactement. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est que des deux, Apple promet que les données qui sont utilisées ne sont pas confiées à des tiers. Donc, les données d'utilisation restent chez Apple. C'est comme une espèce de mi-chemin de sécurité. Là. C'est pas entièrement... De toute façon, votre nom se promène partout au moment où on se parle. Il y a ça, puis je vais ajouter à ça, si vous pensez... plus grand-chose. Si vous pensez que les constructeurs n'utilisent pas ces informations-là déjà à l'interne, il ne faut pas se leurrer, c'est déjà utilisé pas mal partout. Moi, j'ai toujours des doutes quand je reçois des courriels de gens avec qui j'ai jamais fait affaire de ma sainte vie, puis je me dis, alors mon nom vient de se ramasser telle place. Fait que ce ne sont pas les pires utilisations de données qui peuvent exister dans le marché. Un petit mot en terminant? Changeons de sujet. Oui, changeons de sujet. Allons en hiver. Allons en hiver. Et allons en hiver en cross-country. Exactement. Toi, tu as eu la chance d'essayer ça. En fait, je l'ai en ce moment même. C'est une belle voiture. Et je trouvais que c'était le bon moment pour en glisser un mot. En fait, moi, j'ai toujours aimé les familiales. J'en ai eu personnellement. Et j'ai toujours trouvé que les gens qui recherchent de l'espace, évidemment, aujourd'hui, vont du côté des véhicules utilitaires sport. C'est compréhensible, il y en a tellement sur la route. Sauf qu'il y a le bon vieux station wagon, comme on les aime. Il faut dire que le cross-country a une garde au sol de 21 cm. C'est 14,7 cm sur la familiale ordinaire, donc la V60. Donc, c'est un petit peu plus haut sur pattes, mais pas assez haut pour vous donner l'impression que vous êtes dans un utilitaire. C'est simplement mieux si vous êtes dans des régions qui, par exemple, ne sont pas déneigées régulièrement. C'est un peu comme l'Audi Allroad aussi, qui est un peu comme ça. C'est sur le même principe qu'un Audi Allroad. Les Européens ont cette façon d'amener le véhicule familial à un autre niveau qui est fort intéressant. On a des roues qui sont un petit peu plus grandes, dans le 19 pouces, et ça va vous aider, je vous dirais, là, à franchir des endroits peut-être un petit peu plus difficiles l'hiver. Évidemment, il y a 4 roues motrices. Il y a une version, le T5, qui est à 48 900 $ canadiens. Quand même. Qui est un prix qui est compétitif. Puis j'en parle parce que souvent, dans le créneau, effectivement, il y a un moteur. On sait que Volvo a juste un moteur, de toute façon, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo.
qu'on peut apprêter à toutes sortes de sauces. Ouais, je pense qu'on ne peut pas se laisser démonter par le fait que c'est un 4 cylindres. Non. C'est 250 chevaux, 258 livres pieds de couple. C'est la puissance standard de tout ce qui s'appelle T5 du côté de chez Volvo. Les ressorts comparés à une V60 régulière sont un petit peu plus mous. Donc, on a une conduite qui est un peu plus confortable versus une conduite un petit peu plus, je dirais, ferme, rugueuse, dynamique. Ouais, dynamique, non. Appelons-la dynamique dans la V régulière, parce qu'il faut bien rappeler que la V est la descendante de la 850. Et quand Volvo a fait de la course en Europe, on avait choisi une familiale pour faire de la course. C'était à peu près du jamais vu. Ah oui. Mais on a gardé ce côté plus sportif dans la familiale du côté de la V pour donner un côté plus, je dirais, souple, plus confortable dans la cross-country. Okay. Donc, dans son ensemble, un véhicule fort intéressant. Beaucoup d'espace, évidemment, le haillon à l'arrière. Belle finition aussi à l'intérieur. Très belle finition. Et Volvo, je pense, dans les véhicules de production à un prix réaliste, possède, je pense, les meilleurs sièges sur le marché. Des sièges très ergonomiques, pas compliqués. Bon, il va vous falloir travailler un petit peu pour trouver... pour bien apprendre le tableau de bord. Moi, j'appelle ça l'espèce de tableau. Ils ont un écran vertical. Un écran flottant. Comme un iPad, mais un peu... Oui, comme un iPad sur le long. Ouais. Et tout fonctionne par menu. Donc, il faut commencer à bien mémoriser le menu. Mais quand on comprend le principe, c'est assez simple. Quand vous avez la radio, si vous appuyez, vous avez le menu de la radio. Sirius, AM, FM, bon, et les autres. Si vous appuyez sur climat, ça apparaît. Il y a un petit bout du tableau de bord qui est en bas, que vous appuyez au centre pour avoir. Donc, je vous dirais, là, vous avez besoin de 2-3 jours. Une courbe d'apprentissage. Voilà, mais je l'ai depuis 3-4 jours, là. Puis déjà, là, je commence à pogner la twist. Hein, comprendre l'interface. Comprendre l'interface. La seule chose, c'est que les ports USB sont cachés dans une console couverte dans le fond. Oui. Ça, c'est un petit peu tannant. Parce que là, c'est... La logique étant que tu vas le brancher ton câble une fois, oui. puis tu n'y retouches plus jamais. Mais c'est parce que nous, on change d'auto à chaque semaine. Quand on change souvent, c'est un peu compliqué, mais honnêtement, c'est probablement la seule plainte. La voiture est bien faite et la beauté, c'est que depuis que Volvo est revenu sur le marché, on a des véhicules, ma foi, assez fiables, qui n'ont pas posé de problème. Donc, pour ça seulement, je pense que ça vaut la peine. Est-ce que, parce qu'on voit beaucoup de XC90, XC60, est-ce que c'est une alternative aux gens qui ne veulent pas un gros véhicule? Bien, en fait, c'est comme l'entrée, si vous voulez, le modèle d'entrée. C'est sûr que ceux qui aiment vraiment les familiales, moi, j'irais dans la V60, tout court. Parce que ça, c'est une vraie familiale, un peu plus basse sur pattes, sportive, plus nerveuse au volant. Ça, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'aime bien le côté un petit peu plus haut sur pattes d'un utilitaire, mais je ne veux pas m'asseoir dans un camion. Le cross-country, c'est ça, là. C'est exactement ça, parce qu'au volant, vous avez aucunement l'impression que vous êtes dans un utilitaire, sauf que le débattement est le même. Donc, vous n'aurez pas de désavantage. Le système 4 roues motrices est très efficace. Sinon, si vous avez besoin d'espace, bien là, il y a le 90, parce que la V90, c'est grand. C'est grand, c'est très grand. Mais à la base, c'est le même moteur. Donc, bon, évidemment, la 90, il y a un T5, un T6, un T8. Dans le cross-country, il y a un T5. Ne cherchez pas de 6, ne cherchez pas de 8, il y a un T5, c'est tout. Donc, on demeure à un prix réaliste. C'est trop souvent, quand les gens magasinent dans cette catégorie-là, on pense à Mercedes, Audi, BMW. On oublie un peu Volvo. Et je pense que c'est une alternative intéressante. Je dirais que c'est un bel upgrade sur une Subaru Outback, qui est une voiture plus bas de gamme. On est un petit peu plus haut. Le luxe au-dessus, ça serait probablement Volvo. Ça serait probablement, oui, parce qu'il y a quelques milliers de dollars là, en termes de prix. Et il y a une différence au niveau du confort, au niveau... Puis il y a tout ce côté épuré que j'aime bien des Suédois. C'est zen à l'intérieur. Il n'y a pas une grande quantité de boutons. Il n'y a pas surenchère au niveau des les matériaux sont aussi assez... Les matériaux sont de qualité. De qualité minimaliste, sans se casser la tête, effectivement. C'est bien fait, bonne suggestion si vous ne voulez pas un VUS. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Les gens ne considèrent pas les familiales de ce genre-là. Ils oublient. C'est comme un angle mort qu'on a. Ça vaut la peine d'être considéré, définitivement. Parce que c'est des très bons véhicules. Cool. Hey, merci, Benoît. Très intéressant. On se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Bye-bye. Salut.